Donc, on va parler de comment oser à se mettre en avant, comment oser parler de soi, parler de son activité, parler de ce qu'on sait faire, comment en fait oser à se mettre en avant parce qu'on est très très peur. Hein. Voilà, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce live aujourd'hui? Les 3 raisons que j'ai trouvées pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on n'arrive pas à se mettre en avant, pourquoi on n'arrive pas à parler de soi. Deuxième, c'est les 5 étapes que moi j'ai trouvées. Alors encore une fois, je ne suis pas gourou du tout. C'est les étapes vraiment que moi j'ai trouvées utiles. Et puis, je vais vous parler aussi de mes 3 idées qui m'ont énormément aidée sur ce sujet, parce que très clairement, moi aussi, je n'ose pas. Je suis comme vous, il n'y a aucune différence. Et donc qu'est-ce que m'a aidé pour dépasser ça et pour, par exemple, faire ce live avec vous ce soir et kiffer. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire déjà ce live sur ce thème-là? Parce que parmi mes clientes, parmi les personnes que je côtoie, mes collègues, parce que je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Femmes des Territoires, et il y a énormément de thérapeutes, de professionnels freelance, tout genre, y compris des coachs qui apprennent aux autres comment faire, qui ont ce problème, comment se mettre en avant, comment parler de soi, comment parler de son activité, comment parler bien, comment se vendre aussi, gagner de l'argent là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un sujet dans mes collègues avec qui je fais des co-coaching, c'est on va dire 80%, et c'est des coachs. Parmi les thérapeutes, les freelances qui sont mes clients, c'est je dirais presque 100%, et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ce qu'on sait aujourd'hui, dans les années 80, il y a eu des études qui ont été faites, c'est qu'il y a à peu près 70% de personnes qui rencontrent une fois au mois dans leur vie les problématiques où on n'arrive pas à se mettre en avant. Pourquoi moi j'en parle? Parce que moi je suis dedans aussi comme vous. Ça m'arrive régulièrement d'être, de me dire que c'est pas intéressant ce que je raconte, de me dire que c'est pas utile, que c'est pas nouveau. J'ai besoin de reconnaissance des autres, des gens qu'on me le dise. Parfois, je bosse trop. Parfois, je suis dans une telle flou que je ne fais rien. Donc, tout ça, en fait, je vous ai mis un petit post sur Instagram aujourd'hui. Tout ça, c'est les symptômes. Quoi, on n'arrive pas aujourd'hui à se mettre en avant, à parler de notre activité, à faire en sorte pour vendre en fait notre activité. Le première raison que j'avais trouvé, c'est le syndrome de l'imposteur. Comment ça se manifeste le syndrome de l'imposteur? Soit par le travail acharné. Et ça, c'est les problématiques des perfectionnistes. On fait beaucoup, on essaie de faire en sorte que ça soit parfait. On essaie de ne pas faire d'erreur, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'on a très peur qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur, donc on bosse plus pour essayer d'être à la hauteur qu'on s'est la planche, qu'on s'est, enfin le niveau qu'on s'est mis nous-mêmes. Ça, c'est le premier effet de l'imposteur. Deuxième, c'est la procrastination. On ne fait rien. Et du coup, si on se ratatine, parce que voilà, je disais bien que je valais rien. Et comme je vois rien, donc voilà, je n'y arrive pas. Donc c'est très simple, hein, c'est une sorte de stratégie d'évitement. Et syndrome de l'imposteur, troisième symptôme de syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a très besoin de la reconnaissance des autres, de notre entourage, de nos collègues, de nos amis, de notre famille, de nos clients. On a besoin de ces témoignages permanents, comme quoi on est à la hauteur, comme quoi on est valable. En fait, c'est vraiment comme quoi on est valable. Et la plupart du temps, donc les personnes qui n'arrivent pas à se mettre en avant, c'est parce qu'ils se posent ces questions. Est-ce que je suis valable? Certainement pas. Est-ce que ce que je raconte, ça intéresse quelqu'un? Certainement pas. Est-ce que c'est nouveau? Certainement pas. Est-ce que j'aide les personnes? Je ne sais pas trop parce que j'ai pas trop de retours. Donc du coup, pourquoi me mettre en avant? Pour dire quoi? Pour faire quoi? Je ne sais pas trop.
Donc voilà, syndrome de l'imposteur, c'est une des raisons de pourquoi on n'arrive pas à se mettre en avant. Les croyances limitantes. Alors on peut rajouter à ça cette deuxième raison, notre caractère. Il y en a qui sont introvertis naturellement. Donc ceux qui sont introvertis, forcément, ils cogitent beaucoup plus et ils se montrent beaucoup moins. Déjà, parler en public, ça peut être très compliqué. Même parler de soi, même parler de sa journée, ça peut être très compliqué parce que la vie se passe à l'intérieur. Troisième raison pourquoi on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à vous mettre en avant, pour comme moi, je n'arrive pas toujours à me mettre en avant, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté par rapport à deux choses. Par rapport à soi, manque de clarté par rapport à soi, qui je suis, quels sont mes talents, quelles sont les choses que j'aime, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes stratégies. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas forcément par rapport à soi-même. Et aussi par rapport aux autres. Alors si on est entrepreneuse, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la clarté pour qui on fait tout ça, qui on veut soigner, qui on veut aider, pour qui on veut se mettre en avant, c'est qui. Et souvent, on se trompe de cible. Ce n'est pas par rapport à nos collègues qu'on est là. Ce n'est pas par rapport à nos collègues qu'on doit se mettre en avant. Or, c'est une grosse problématique des personnes qui n'arrivent pas à se mettre en avant. C'est je vais être ridicule par rapport à mes collègues. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'ils font déjà. Ils ont un niveau que moi j'ai pas. Je me compare par rapport à mes collègues. Et ben c'est pas ça en fait. C'est de se tromper totalement pour qui nous en tant qu'entrepreneuses freelance on est là. On n'est pas là pour nos collègues, on est là pour nos clients, on est là pour les personnes à qui on peut apporter quelque chose. Donc le fait de se tromper de cible, c'est une raison. Hein. Il n'y a pas de clarté pour qui on est là. Donc il n'y a pas de clarté par rapport à soi-même, il n'y a pas de clarté pour qui, pourquoi et quoi aussi. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on veut donner. Donc ça, c'est ce genre de choses qui est pour moi une troisième raison pourquoi on n'arrive pas à se mettre en avant quand on est freelance entrepreneuse ou même au travail. D'accord ? Donc on a dit quoi? On a dit première raison, syndrome de l'imposteur, avec toute la flopée de symptômes, trois grosses problématiques. Soit travail acharné, on bosse, burn-out à la clé, d'accord? Soit procrastination, on ne fait rien, on attend que les clients ou les personnes découvrent d'elles-mêmes comment je suis, qui je suis, qu'est-ce que je fais. On espère que sans rien faire, sans se mettre en avant, ils vont découvrir par je ne sais pas quel miracle comment on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait de bien, comment on peut les aider. Ça n'arrivera pas. Mais du coup, comme ça n'arrive pas, on procrastine. Et comme ça arrive, on procrastine, on continue. Et ça devient une preuve de comme quoi on est vraiment nul, pas utile, pas légitime, etc. Et donc, le troisième partie de syndrome de l'imposteur, vraiment élément essentiel, c'est besoin de regard des autres approbateurs. On a parlé donc en deuxième raison, les croyances limitantes, l'éducation, notre caractère. Et en troisième, le manque de clarté. Manque de clarté sur soi et sur ce qu'on fait. Alors, les 5 étapes que j'ai trouvées, moi, encore une fois, et comment moi je procède en fait, c'est ma formule à moi, pour commencer à se mettre en avant, pour dépasser une certaine barrière. Première étape, et je ne le mettrai pas en dernier, parce que c'est vraiment la première, c'est de faire au moins quelque chose. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, on ne fait que nourrir toutes nos croyances limitantes, notre syndrome de l'imposteur qui est dans notre tête. On nourrit toutes les visions qu'on a de nous, notre mauvaise image, l'absence de résultats. On nourrit le manque de clarté
parce que la clarté n'arrive pas d'un coup comme ça. On ne peut pas dresser le portrait de client idéal si on n'a jamais vu de client. On ne peut pas dresser la vision claire et complète de notre activité si on n'a rien essayé. Donc très clairement, la toute première étape, c'est d'avancer rien qu'un peu. Et ce n'est pas la dernière, hein, c'est vraiment la première. Donc faire un post sur Facebook, organiser un atelier, contacter un client, faire les cartes de visite et les distribuer, refaire son CV, ça peut être un pas minuscule, un pas le plus simple, le plus facile, mais il faut commencer par quelque chose. Et vous allez voir, alors c'est important pour avoir plus de clarté sur soi et sur ce qu'on peut apporter aux autres, si on est encore une fois freelance par exemple, c'est important pour nourrir notre estime de soi, nourrir notre confiance en soi, écarter les croyances limitantes, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites pas les premiers pas? Ben, vous allez tomber dans la procrastination totale et vous allez nourrir votre vision de vous comme quoi je n'y arrive pas. J'ai toujours su que j'étais un loser, une loseuse, je ne sais pas si on dit ça. Et ça va finir comment? Si vous êtes entrepreneuse, vous lâchez votre entreprise parce que ça ne marche pas. Et donc, vous refaites le travail qui ne vous intéresse pas parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Et ça finit comment? Bon, comme ça. Voilà. Je veux pas dresser la fin de l'histoire parce que ça peut terminer en dépression, ça peut vraiment mal finir. Quelle est l'erreur la plus courante sur cette étape-là? Donc, l'étape faire quelque chose. L'erreur la plus courante, c'est de mettre un step trop haut. Quand je dis faire quelque chose, c'est faire un millimètre. C'est créer un logo, peut-être. C'est peut-être appeler un client. C'est peut-être trouver une jolie robe si c'est l'histoire de se mettre en couple. C'est vraiment un petit pas. L'erreur la plus courante, c'est de faire essayer de faire un trop grand pas. Ça sert à rien. C'est l'erreur. D'accord? Mon secret à moi dans cette étape-là, c'est que je fais ce qui me fait le plus plaisir sur le moment. Je m'en fous de la stratégie, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils disent les gourous, les modèles qui marchent, etc. Je m'en fous, je fais ce qui me plaît sur le moment, ce que j'ai envie de faire sur le moment et je le fais vite pour ne pas changer d'avis. Voilà, ça c'est mon secret. La deuxième étape pour moi, c'est de s'entourer. S'entourer dans la famille, par les amis, par les collègues et les personnes qui partagent vos intérêts, votre activité peut-être, et par des spécialistes. D'accord? Pourquoi c'est super important? On a vu que le problème de syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin du feedback. La personne qui n'arrive pas à se mettre en avant, c'est très souvent, elle ne sait pas si elle fait bien, si elle ne fait pas bien, si elle est utile, si elle n'est pas utile. Donc en fait, s'il n'a pas de feedback, elle ne peut pas avancer. Elle n'a vraiment aucun moyen non plus de éclaircir la situation. Du coup, ce qui fait que s'entourer des personnes, attention, bienveillantes et compréhensives, c'est extrêmement important. On commence par faire un petit pas et on fait en sorte pour être entouré de la famille qui nous soutient, au moins une personne qui on peut appeler, qui on peut pleurer au téléphone, un collègue qui pourrait partager nos doutes, partager nos peurs, partager nos problématiques. Je me parle de moi, je suis coordinatrice de Femmes des Territoires sur Orléans. C'est une association des femmes entrepreneuses et une des raisons pourquoi j'ai voulu ouvrir cette coordination à Orléans et rentrer dans cette association, c'est parce qu'en tant que femme entrepreneuse, on est toujours seule, ou très souvent seule, et on a absolument besoin de regard des autres, bienveillants, regard bienveillant, des conseils, des papotages, de pouvoir s'échanger, de pouvoir partager, c'est extrêmement important. Et en plus, avoir du feedback,
désintéressé la plupart du temps, concret, compréhensif, qui pourrait nous aider à avancer. Et troisième personne, donc je parlais des professionnels, et c'est le moment d'appeler votre coach. Je suis là pour vous accompagner. Parce que, par exemple, le coach, enfin, si vous avez un psychologue, si vous avez une autre personne aidante dont c'est la profession, dont c'est le métier et la mission, ça peut être très intéressant parce que, par définition, c'est des personnes qui ont une déontologie professionnelle, enfin, ils ont des règles, donc ça va être des personnes qui vont vous soutenir, quoi que vous fassiez, qui vont avoir un regard bienveillant, qui ne vont jamais vous critiquer, qui vont vous aiguiller, vous guider en fonction des méthodes pour avancer. Donc ça ne peut être que positif. Quel est mon secret à moi? Et la multiplication des personnes qui vont me soutenir. Je vais avoir et les collègues, et de la famille, et une assoce, et spécialistes. J'ai 2 co-coachs, c'est-à-dire je les coach et les personnes, enfin les coachs qui me coachent aussi à leur tour. J'ai des collègues femmes et hommes qui me soutiennent en fonction de la problématique. Je vais les appeler régulièrement. Et dans ma famille, effectivement, j'ai des personnes qui me soutiennent, rien que mes enfants. Je leur parle souvent de mes problématiques. Ça me permet aussi d'avoir un regard extérieur. Troisième étape importante pour pouvoir enfin oser se mettre en avant, c'est de comprendre, et là on parle de compréhension, dispersion sous flou, des stratégies qui fonctionnent pour nous. Si on parle concrètement, concrètement de cette problématique, se mettre en avant. Ça vous est arrivé déjà dans votre histoire professionnelle ou personnelle, des moments où vous vous êtes mis en avant et ça s'est bien passé. Comment vous avez fait? Avec qui? À quel moment? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Comment ça a marché? Donc, les stratégies qui fonctionnent. Est-ce que vous avez fait ça dans un endroit informel? Est-ce que c'était au contraire formel? Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que c'était du spontané? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes? Est-ce qu'il y avait peu de personnes? Est-ce que c'était en direct? Est-ce que c'était en ligne? C'est autant de stratégies que vous avez mis en place, enfin, qui ont fonctionné plutôt, peut-être parfois par pur hasard, mais ça a fonctionné. Donc, quelles étaient concrètement les stratégies, quelles étaient aussi, ils sont plusieurs, hein, les stratégies qui ont fonctionné pour vous mettre en avant. Notez chaque élément, parce que si une stratégie a fonctionné une fois, il y a des fortes chances qu'elle va fonctionner de nouveau pour vous les autres fois. Parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui, dans cette stratégie, étaient mises en place. Vous n'avez pas remarqué peut-être, vous n'avez pas fait attention, mais en faisant vraiment la relecture de l'événement, on peut très clairement définir quelle est la stratégie gagnante pour se mettre en avant. Vous avez compris pourquoi c'est important. C'est important de savoir quelle est la stratégie gagnante pour la mettre en place de nouveau. Et vous comprenez, j'imagine, que qu'est-ce qui va se passer si vous ne trouvez pas la stratégie gagnante, si vous ne la cherchez même pas, si vous passez cette étape, si vous en faites rien. Et ben vous allez tatillonner, vous allez tester des stratégies, vous allez essayer des choses qu'on vous dit peut-être de l'extérieur et vous allez vous ratatiner. Vous n'allez pas pouvoir vous mettre en avant, vous allez juste vous dire « Ah ben je savais bien que j'étais nulle, j'y arrive pas ». C'est très clair. Donc ça, c'est l'erreur d'ailleurs la plus courante, c'est de croire que les méthodes des autres peuvent nous aider, nous. Ils peuvent nous aider, hein, on peut les regarder bien sûr, mais il y a peu de chances, au risque, peu de chances qu'ils vont nous aider à 100%. On peut s'inspirer, on peut modéliser, mais c'est très difficile trouver un modèle qui fonctionnait pour quelqu'un qui à 100% va fonctionner pour nous. Donc, c'est pourquoi il faut le faire pour soi. Il faut faire cette recherche. Une sorte de recherche historique, je ne dirais pas documentaire, une recherche historique pour trouver les stratégies qui fonctionnent pour nous, pour chacun de nous, chacune de nous. Mon secret à moi, je note. Je note les choses qui ont fonctionné. J'ai un carnet depuis allez, plus de 20 ans.
où je note des doutes, des succès, les problématiques, je note beaucoup. Et du coup, je peux retrouver exactement comment ça s'est passé, exactement les éléments, enfin peut-être pas tout, mais ça va me rafraîchir la mémoire. Donc mon secret à moi, c'est de noter. S'il y a quelque chose qui s'est bien passé, notez comment vous avez fait. Peut-être que ça va vous servir dans quelques mois, quelques années, on ne sait jamais. La quatrième étape, ça va être de définir et de trouver les résultats. La problématique des personnes qui ont du mal à se mettre en avant, c'est qu'elles pensent que en fait, de toute façon, ça ne donnera pas de résultat, ou ça ne donne jamais de résultat, hein, si on a des croyances limitantes. Si en plus on a un syndrome de l'imposteur, ça nous donne quoi? C'est ah, je ne sais pas à quoi ça va me servir, ça ne sert jamais à rien, je n'ai jamais de résultat, et si j'ai un résultat, c'est que c'était un pur hasard, ou alors les autres m'ont mal jugé, ils n'ont pas compris que j'étais nulle, ils ont pensé que j'étais bien, mais en fait j'étais très nulle. Donc c'est un peu, voilà, c'est les critiques antérieures dans la tête, elles fonctionnent un petit peu comme ça. Donc comprendre quels sont réellement vos résultats positifs, les noter, les stabiloter, les mettre en liste, c'est extrêmement important. Et si je parle concrètement des thérapeutes, des personnes aidantes, toutes les freelances, entrepreneuses freelance qui aident les gens pour, je ne sais pas moi, pour la communication ou pour d'autres choses, hein, pour une stratégie, pour gestion de temps ou autre, on a absolument besoin de noter nos résultats personnels, parce que ça fait partie des résultats. Qu'est-ce que moi j'ai réussi dans le domaine où je veux aider les gens? Qu'est-ce que moi j'ai réussi à mettre en place? Quels sont mes résultats concrets? Où j'étais, point A, où je suis arrivée. Voilà le résultat. Par exemple, j'ai réussi à mettre en place une organisation personnelle telle que je suis hyper efficace. C'est un résultat béton. Parce que je peux le prouver, parce que c'est moi-même qui est acteur de... Et c'est avec moi-même que le résultat est arrivé. Si on parle de l'aide de clients, on récolte des témoignages. Ça fait très, très, très peur de récolter le témoignage et de dire écoute, c'est vrai, ça t'a aidé? Oui? Est-ce que tu peux me laisser un petit mot, m'écrire un mail, m'écrire une note, m'écrire une lettre? Ça fait très peur, je le conçois. Mais c'est important. C'est important de le faire à chaque fois et de préférence par écrit. Pourquoi par écrit? Parce que on peut les relire, ces notes-là. Et si on les relit, ça devient plus clair de ce qu'on apporte aux personnes, ça devient plus clair quelle était la stratégie, et on se rassure tout simplement. C'est un feedback positif qu'on a en permanence avec nous. Donc ça, c'est donc la quatrième étape, c'est d'éclaircir au niveau des résultats. Qu'est-ce qu'on a fait et qui a apporté des résultats? Quels étaient les résultats? Pour qui? Chez qui? Quand? Concrètement. Voilà, des faits. D'accord? Et la cinquième étape, c'est de comprendre qu'est-ce que j'aime faire. Quelles sont les choses qui me mettent dans l'état de flow? Si je parle là concrètement, la problématique, c'est de se mettre en avant. Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est parler? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont des choses où je kiffe, en fait, en vrai? Est-ce que je ne peux pas commencer par ça en me mettant en avant? Par exemple, si j'adore parler 1 à 1, est-ce que je ne peux pas me mettre en avant en parlant, par exemple, à des collègues qui peuvent parler de moi à leurs clients? Est-ce que je ne peux pas me mettre en avant en déposant mes cartes de visite chez l'ostéo, chez le médecin, chez le boulangère, etc. Est-ce que je ne peux pas me mettre en avant? Par exemple, moi, je veux parler de moi, hein. Tant qu'à faire, moi je kiffe de partager avec les gens. J'adore discuter, de partager. Là, par exemple, ce que je fais là, c'est mon kiff, clairement. J'adore ça. Donc, j'ai compris que écrire les posts, c'était plus contraignant. J'aime écrire, mais c'est plus contraignant pour moi. En revanche, parler aux gens, c'est quelque chose que je kiffe. Donc, me mettre en avant en parlant, en partageant des choses, mes pensées, c'est plus plaisant pour moi que tout le reste.
Et du coup, je vais faire comme ça. Ça va être aussi une de mes stratégies. Donc, vous avez compris pourquoi c'est important de comprendre qu'est-ce que vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez faire. Parce que ça va être plus facile, ça va vous prendre moins d'énergie de vous mettre en avant si vous savez ce que vous aimez. Si vous ne savez pas ce que vous aimez en revanche, là, encore une fois, vous allez tatillonner, vous allez employer des stratégies des autres et peut-être qu'elles ne vous conviennent pas. Et peut-être qu'il y a certaines stratégies qu'il vaut mieux même pas essayer parce que là, vous allez vous mettre plus en dépression qu'autre chose. L'erreur la plus courante, c'est de finalement jamais se poser la question. Je rencontre encore régulièrement des clients à qui, quand je dis « qu'est-ce que tu aimes faire ?» y a un blanc derrière. Je ne sais pas ce que j'aime faire. Je ne me suis jamais posé la question. Mon secret à moi, c'est mon carnet de kiff. Je vous en parle dans d'autres vidéos. Vous les trouvez sur YouTube, dans Moi Heureuse, sur ma chaîne YouTube. Je parle de carnet de kiff. C'est un petit carnet où je note toutes les choses que j'aime faire, toutes les choses qui m'ont apporté un kiff sur le moment. Ça peut être effectivement sentir les roses, mais ça ne va pas nous aider pour se mettre en avant. Encore que, une de mes premières vidéos sur YouTube, je l'ai enregistrée dans mon jardin préféré, jardin de Roquelin, qui est à côté d'Orléans, où je suis venue renifler, j'appelle ça comme ça, enfin sentir les roses au mois de mai. Et du coup, j'ai pu enregistrer la vidéo parce que j'étais en énergie haute. Ça m'a aidé très clairement à me mettre en avant sur le moment. On récapitule? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, j'ai parlé là de 5 étapes qui sont pour moi, encore une fois, pour moi, importantes pour pouvoir se mettre en avant, pour oser se mettre enfin en avant. Ça va être commencer, agir, faire le premier pas, le tout petit, le minuscule. Deuxième, s'entourer. Clients, collègues, famille, amis, ce que vous pouvez, professionnels, voilà. S'entourer, il vaut mieux diversifier du coup, en avoir plusieurs. Définir, voir dans votre histoire personnelle, professionnelle, les stratégies qui ont fonctionné déjà pour vous mettre en avant. Voir quels sont les résultats que vous avez atteints, les résultats pour soi. Par exemple, la plupart des thérapeutes sont venus à la méthode qu'elle propose parce que c'est une méthode qui les a aidés. Donc, quels étaient concrètement les résultats pour vous-même? Et quels sont les résultats sur les clients, si on parle des professionnels, si on parle par exemple des salariés, quels sont les résultats que j'ai obtenus en faisant dans tel ou tel domaine, si c'est là où il faut que je me mette en avant. Et la 5e étape, c'est de définir, de comprendre, de se pencher sur la question, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'apporte du kiff, parce que dans le flow, dans cette énergie haute, quand on aime faire, c'est beaucoup plus facile et écrire un post, et faire une vidéo, et aller participer à un salon, et démarcher les clients, parce que par exemple, démarcher les clients, c'est aussi se mettre en avant. Alors du coup, comment je vais démarcher? Par téléphone? Un porte-à-porte? Sur un salon? En faisant une conférence? Tout ça, c'est des différents... par écrit? Tout ça, c'est des différentes stratégies. Si je ne sais pas ce que j'aime faire, je vais le tester l'une après l'autre, probablement, et ça va prendre beaucoup de temps. Et peut-être que je vais même passer à côté des choses qui, réellement, me font plaisir. Et là, c'est pile le moment de vous parler de 3 idées, les 3 pensées qui m'ont propulsée, je dirais, dans cette problématique, se mettre en avant. C'est secret personnel. Alors, pour ceux et celles qui sont arrivés jusqu'au moi et qui sont restés jusqu'au presque bout, ça fait 50 minutes qu'on discute. La première idée, vous me dites ce que vous en pensez. La première idée, c'est, de toute façon, il n'y a plus rien de nouveau. Tout a été dit. Tout a été fait. Regardez les citations, quand on regarde Instagram ou Facebook, les citations, parfois c'est Aristote, Marc Aurèle, Sénèque. Donc, tout a été vu il y a très longtemps.
Il n'y a plus rien de nouveau en fait. Et il n'y a plus de contenu, ou très peu de contenu nouveau, original. Certes, il y a encore des découvertes en neurosciences, par exemple, en, je sais pas, physique quantique, enfin, on découvre encore des choses. Mais finalement, il y a peu de découvertes. Donc, globalement, ce qu'on peut se dire, enfin, en tout cas, moi, ça me rassure, de me dire que tout existe déjà, au niveau contenu, au niveau méthode, au niveau parole, au niveau idée. Quelqu'un a probablement déjà dit ça un jour. Donc, c'est pas nouveau. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas la peine de se dire je serai original ou nouvelle ou j'apporterai quelque chose, une sorte de eureka aux gens. Peut-être pas, parce que c'est déjà fait. Ok, admettons, moi ça me rassure drôlement parce que je me dis, je n'ai pas besoin finalement de chercher ce quelque chose, c'est quelque chose d'original, nouveau, pour me mettre en avant. En revanche, il y a une deuxième idée, du coup, qui m'aide aussi, c'est que c'est moi qui est original. Et il n'y a pas deux pareils. Il n'y a pas deux thérapeutes pareils, il n'y a pas deux coachs pareils, il n'y a pas deux professionnels pareils, il n'y a pas deux personnes pareilles, tout simplement. Et du coup, l'originalité, l'authenticité, ça viendra de moi. Ça viendra du fait que je suis comme ça, que voilà, avec mes problématiques, avec mes talents peut-être, ou les visions de moi, l'image de moi, etc. Ça viendra de moi. C'est vraiment la découverte que j'ai faite en me disant, ben oui, s'il n'y a plus rien de nouveau, c'est pas grave. C'est moi qui est différente. Donc tout ce que je peux dire, tout ce que je peux faire, je le ferai à ma façon et ça sera forcément original. Et ce n'est pas la peine de me comparer avec les autres parce qu'il n'y en a pas de pareil. C'est pas la peine de comparer comment font mes collègues, quelles méthodes ils utilisent, et quels résultats ils ont et par quels moyens ils sont passés. C'est pas la peine de me chercher des modèles ou des pilules magiques qui fonctionnent. Ça ne fonctionnera probablement pas du tout avec moi parce que je suis vraiment différente. Ça m'a aidé. C'était ma deuxième idée. Et la troisième idée qui m'a propulsée là pour le coup, c'est que je me suis rendu compte en faisant toute ma liste des résultats et des stratégies et tout ça, c'est que j'aide les gens. J'aide les gens quand même. Pour quelqu'un qui est freelance ou entrepreneur, aider les autres, bon, il y a gagner de l'argent, ok, avec ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, mais souvent, par exemple, pour toutes les professions aidantes, c'est aussi aider les autres. Cette bienveillance, elle est ancrée. Et quand je vois que j'aide les autres, même avec mes petites vidéos, avec mes coachings, avec mes posts, avec ce que je peux offrir, et ben je me dis, j'ai tout à gagner finalement en me mettant en avant. Plus j'aiderai les personnes, plus je me mettrai en avant et plus j'aiderai de personnes. Donc il y aura finalement plus de personnes qui dépasseront leurs peurs, leurs problématiques, qui arriveront à leur objectif, qui se sentiront mieux, qui seront plus heureux, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a réellement ouvert les yeux, je dirais, pour me mettre en avant. Je vais certainement organiser un coach groupe de 3 personnes. C'est-à-dire, ça va être non pas un coaching individuel, mais coaching de groupe sur cette problématique-là très concrète, se mettre en avant. Et je me dis que le coaching de groupe, quand il y a vraiment en plus ce côté s'entourer, se propulser ensemble, c'est quelque chose de très important. C'était donc Vesselina Malom, je suis coach professionnelle. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Moi Heureuse, sur Facebook, Vesselina Malom, coach de vie. J'ai un canal YouTube naissant qui s'appelle Moi Heureuse. Vous pouvez m'écrire en direct par tous ces moyens. À bientôt, je vous souhaite bonne fin de soirée. Et voilà 1 heure. Waouh, c'était le plus long live. Allez, ciao à tous. Salut.